Salut, aujourd'hui on va aborder un sujet qui va parler à peu près tout le monde, c'est-à-dire les fringues. Comme prévu dans la vidéo d'introduction, je vais tenter à travers cette série de faire du tri grâce à mon boulet de journal, donc sans bouger de mon bureau. Alors pas du tout par fainéantise, mais surtout parce que j'ai besoin de savoir ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je vais le faire. En gros pour une question d'efficacité. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties et je laisserai comme d'habitude le timecode juste en barre d'infos pour que vous puissiez passer d'un chapitre à l'autre facilement. J'espère que vous avez votre boulet de journal sous la main ou n'importe quel journal d'ailleurs et nous voilà partis pour le grand nettoyage. Si la mode vous intéresse un peu, vous avez sans doute entendu parler des chartes des 4 saisons où, selon votre couleur de peau, couleur de cheveux, etc., vous appartenez à une saison. Moi je suis de la saison automne, donc voilà un petit peu à quoi ressemble ma charte. Il est évident que dans ce grand choix de couleurs, je ne vais pas tout prendre en bloc et je vais devoir sélectionner pour avoir une garde-robe un peu cohérente. Il est évident aussi que si j'aime particulièrement une couleur, qu'elle fasse partie de ma charte ou pas, je ne vais pas me priver de la porter. Le plus simple pour sélectionner des couleurs, c'est de partir de ce qu'on a déjà chez soi évidemment. La première chose, c'est de déterminer là où les couleurs neutres qu'on veut utiliser. Alors j'entends par couleur neutre le beige, le noir, le blanc. Donc c'est un petit peu ce que vous allez trouver dans certaines vidéos sur le minimalisme où les garde-robes basiques ne sont constituées même que de ces 3 couleurs-là. Alors certaines y ajoutent du gris aussi. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le gris ne s'accorde pas vraiment avec tout, mais ça c'est vraiment personnel. Et le jeans aussi, culturellement parlant, va faire aussi partie de ces teintes de base. Si on ajoute à ça de la couleur, eh bien je propose de procéder par étage et par hiérarchie. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Plus le bloc est grand, plus il y a de pièces de vêtements dans la couleur correspondante. Je crois que c'est le système que je préfère, mais bien sûr il peut y avoir d'autres configurations. Je vous en montre quelques-unes ici. Bien entendu, vous pouvez aussi imaginer que votre couleur de base c'est le brun ou le bleu marine ou le rose, ça n'a pas d'importance. Ces répartitions colorées vont fonctionner aussi tant que la hiérarchie est respectée. L'important selon moi c'est de sélectionner 4 voire 5 teintes maximum avec lesquelles vous avez une très grande affinité. Ça va devenir le fil conducteur dans vos tenues et donner une sorte de consistance à votre style au fil des jours, et ça peu importe la saison. Alors si vous n'êtes pas convaincu par la colorimétrie et par une très petite sélection de teintes, il reste aussi l'alternative d'utiliser de la couleur, quelle que soit la couleur, que pour une seule pièce de vêtement. Par exemple, décider d'avoir que des jeans et des t-shirts de différentes couleurs de l'arc-en-ciel et avoir quelque chose de très neutre, un blazer très neutre par exemple à mettre au-dessus. Dans tous les cas, évidemment, les motifs, les couleurs très vives, les choses chamarrées vont attirer le regard et donc c'est un outil dont il faut tenir compte bien évidemment. La logique voudrait que, après vous avoir parlé des couleurs, je vous parle des morphologies et des types. Alors je ne le ferai pas de façon traditionnelle et pédagogique parce que je n'aime pas trop la valeur que ça véhicule. Classer les morphologies, être conscient de son profil par rapport à d'autres profils, c'est un constat et je n'ai rien contre ça. Là où ça devient pour moi un problème, c'est de vouloir à tout prix équilibrer et d'une certaine façon atténuer une spécificité pour coller à un standard. Prenons l'exemple de la silhouette du sablier, équilibrée avec une taille très marquée, comme la pin-up des années 50. Pour moi, ça c'est rattaché au male gaze ou regard masculin en français. Alors le male gaze, si vous ne savez pas ce que c'est une norme sociétale, c'est une sorte de filtre
qui est construit depuis un point de vue masculin, hétéro et souvent blanc. C'est ce standard qu'on utilise entre autres quand on retouche des photos de mannequins dans les magazines. C'est quand l'image de la femme se limite à des parties attractives de son corps. C'est présent partout dans les films, les publicités, et je pense que vous voyez assez bien de quoi je veux parler. C'est pour ça que Wonder Woman a par exemple des hauts talons, ce qui ne lui sert à rien, on est d'accord. Et moi, vouloir ressembler à tout prix à un sablier, je caricature, mais c'est un petit peu l'idée. Moi, ça me parle pas des masses en fait. Alors, heureusement, la société évolue et présente d'autres modèles de silhouettes intéressantes qui prennent de la distance avec ces standards. Pour savoir un peu ce que je voulais réellement, j'ai fait l'exercice de prendre des silhouettes et de noter ce qu'elles m'évoquaient. J'ai également demandé à ma meilleure amie et à mon compagnon de faire de même pour avoir un autre point de vue sur la question et déterminer, en toute connaissance de cause donc, la silhouette et le message derrière que je souhaitais véhiculer. Sur plus de la moitié des silhouettes, nos réponses ont été unanimes. Et sur l'autre moitié, c'était plus nuancé et tout aussi intéressant d'ailleurs. Bien sûr, la silhouette ne fait pas tout dans la tenue, mais c'est une part non négligeable et je vous invite fortement à vous poser la question de savoir ce que ces silhouettes vous évoquent. Nos valeurs, c'est ce qui rend notre mode de vie cohérent et ce qui va orienter nos choix en tant que consommateurs. Dans mes phases de déconstruction, j'ai pas mal pensé à la place assez importante qu'occupe la mode dans nos vies et en particulier dans l'espace féminin. Alors, il y a un début de réponse au pourquoi c'est important dans la vidéo de Charlie Danger que je vous mettrai en barre d'infos et qui, en gros, nous dit que pendant des siècles, la seule façon pour les femmes de s'en sortir dans la vie, c'était d'être la plus belle et donc de trouver le meilleur mari et d'être à l'abri en termes de finances. Mais en plus de ça, actuellement, le simple fait d'avoir une apparence plaisante, ça va être lié à des étiquettes positives et ça va nous aider à trouver un job, à nous intégrer dans la société et à avoir un statut social en réalité. Alors, première direction à tout ça, si on jette un coup d'œil au chemin de l'émancipation de la femme en France, on voit qu'elle peut disposer de son salaire depuis 1907 et depuis 1965 seulement, oui, elle a le droit d'avoir un compte en banque à son nom. Alors, pourquoi encore placer actuellement autant d'attention, d'argent et de temps dans une industrie changeante, polluante, où les pires jobs sont effectués par des femmes travaillant dans de très mauvaises conditions. Et je vous laisse à ce propos 2 liens vers des vidéos Arte qui vont brosser un rapide portrait de la question de la fast fashion. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'écologie, les critères pour trier sa garde-robe sont assez simples. Donc pour ma part, je vais privilégier les vêtements durables, de bonne qualité, les textiles naturels et si possible en coton, bio et en lin, éventuellement en viscose. Et si je dois faire un achat, ce sera en priorité dans une boutique de seconde main. Et donc, est-ce que cette question de l'importance du style est vraiment justifiée parce que c'est assez facile finalement d'atteindre le minimum syndical d'apparence plaisante dans notre société? Donc, est-ce que toutes ces ressources d'attention, de temps et d'argent ne pourraient pas servir autre chose que le vêtement, mais le repos, l'apprentissage ou le loisir, la réflexion ou le lien social, etc.
L'extrême dans cette voie serait de considérer le vêtement uniquement comme une fonction. C'est d'ailleurs ce que font certains minimalismes dits de l'extrême entre grosses guillemets. Alors j'ai beaucoup de respect pour ces choix très cohérents et pragmatiques, mais il y a une autre direction. C'est que le choix d'apparence, et ça rejoint l'idée évoquée dans les types de silhouettes, le choix d'apparence est un message, et ce message peut être aussi politique. Alors je ne parle pas ici des t-shirts à slogan arc-en-ciel ou féministes qui font recette, mais bien de choix conscients qui prennent en compte tout ce dont je viens de parler. S'approprier véritablement son image, ça fait partie de l'empouvoirment, en anglais empowerment. C'est l'idée de choisir, dans le cas des vêtements, de prendre en main son apparence pour avoir confiance en soi, hors des standards de genre, de bienséance, hors du male gaze et hors de la mode jetable qui n'a plus de sens. À nouveau, je vous laisse un lien vers un article de Monica Titon pour avoir un meilleur aperçu de la situation mode versus féminisme. Alors faire le ménage dans un style qui colle à ses valeurs, c'est sans doute la partie la plus compliquée de l'exercice, et c'est pourquoi je prendrai le temps de tourner une autre vidéo pour vous expliquer ce que j'ai compris jusque-là et comment j'ai transcrit ça de façon simple dans mon journal. J'espère que le sujet vous aura intéressé autant qu'il m'intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager éventuellement vos réflexions et références sur la question en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et je vous dis à tout bientôt.